Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit tutoriel, en fait c'est pas vraiment un tutoriel, c'est plus une analyse, analyse d'une peinture, parce que je trouve que j'ai jamais trouvé ça en fait sur internet, que ce soit une analyse écrite ou comme sous forme d'une vidéo, j'en ai jamais trouvé vraiment de très pertinente. Donc je me suis dit que ce serait très intéressant à faire, vu que c'est toujours intéressant de voir ce qu'ont fait les autres avant nous, que ce soit dans la peinture ou dans les arts en général. Donc là, plus particulièrement pour le matte painting, mais aussi dans plein d'autres formes d'art, la peinture, le dessin, même la 3D. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une œuvre de Joseph Mallord William Turner. Donc généralement les gens l'appellent juste Turner ou William Turner. Le Joseph Mallord est plus là pour faire beau. Donc c'est la traversée du ruisseau du 19e siècle donc. Et Turner était très connu pour son travail sur la lumière, donc qui peut se voir dès la première vue de cette peinture. À la première vision, là, ça saute aux yeux que la lumière est très bien travaillée, et donc je vais essayer de vous expliquer à peu près comment ça marche. Donc là, moi je fais une analyse comme je la vois. C'est pas, j'ai jamais fait d'études poussées en art ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être pas la meilleure analyse qui existe, mais en tout cas c'est une analyse personnelle, donc c'est peut-être pas très objectif, mais bon, ça va quand même vous donner des pistes, et puis je reprends quand même des trucs assez connus dans le milieu de l'art, donc des règles comme là vous voyez la règle des tiers, les lignes de force. Donc je vais argumenter avec ça, avec les contrastes, les couleurs, etc. C'est donc ce sera quand même assez justifié. Donc on va commencer tout de suite avec les lignes de force, donc qui sont déjà présentes ici, donc que j'ai rajouté moi-même, et qui nous présentent donc l'organisation des éléments dans l'image. Donc vous voyez qu'ici on a en fait, je vais enlever les repères, voilà, donc là on a nos lignes de force, et vous pouvez voir que nos personnages sont organisés selon les lignes de force. On a la fille qui est pile sur la ligne de force ici, et l'autre fille qui est en plein sur notre ligne de force. Si je rajoute en plus les repères, ici vous voyez que j'ai séparé mon cadre verticalement et horizontalement. Donc là c'est la ligne d'horizon, et vous voyez que là elle est au milieu de l'image, mais si en fait dans la peinture elle est plus basse, donc ici. Donc pourquoi est-ce qu'elle est plus basse et pourquoi elle n'est pas au milieu de l'image? Tout simplement parce que ce qui rend une image le plus intéressant, c'est quand on s'écarte de la symétrie. Si vous faites quelque chose de très symétrique avec un soleil en plein milieu de l'image, là, la rencontre des deux lignes ici, ça va être très plat, ça va pas être dynamique. Alors le fait de juste décaler un petit peu la ligne d'horizon par là, ça va tout de suite donner plus d'importance, d'intérêt à notre image en fait. Et ça va aussi permettre de donner, selon nos choix, plus ou moins d'intérêt au ciel ou à l'avant-plan. Donc là, on voit que la ligne d'horizon est un peu plus basse, donc le ciel prend plus d'importance. Selon moi, alors là c'est mon analyse tout à fait personnelle, j'ai jamais vu ça sur internet ou quoi que ce soit, ou dans des livres, j'ai jamais vu cette hypothèse. Moi je la fais, je pense qu'il a donné plus d'intérêt au ciel, puisque comme je vous ai dit, il travaille beaucoup sur la lumière, et donc la lumière est très importante, et donc il voulait donner, à mon avis, de l'importance à la source lumineuse en fait, tout en gardant donc l'intérêt porté vraiment sur les personnages ici. Donc ça, l'intérêt porté sur les personnages est très bien réalisé avec tous les jeux de lumière dont je vais vous parler plus tard, et toute la composition de l'image. Mais donc selon moi, le fait de placer le plus de ciel, c'est pour mettre en avant la source lumineuse aussi. Et donc comme je l'ai dit, donc les lignes de force, ici vous voyez qu'on a trois personnages en fait, donc deux femmes et le chien qui est placé pas sur une ligne de force mais sur la ligne médiane, la ligne du milieu en fait. Et donc tous les personnages sont placés vraiment sur des lignes, ils sont pas placés n'importe où sur l'image, c'est calculé. Maintenant je vais enlever la grille et les repères, et donc on va s'intéresser plus précisément aux personnages.
Je suis désolé, en passant, la qualité de l'image est vraiment pas bonne. Vous voyez, on voit vraiment les pixels. C'est l'image la meilleure que j'ai trouvée. Il n'y en a pas beaucoup et elles sont généralement assez petites. Celle-là fait, je crois, ouais, c'est ça, 600 sur 700 pixels, donc c'est vraiment une mauvaise résolution. Mais bon, j'ai que ça, donc on va faire avec. Donc pour les personnages, on va continuer dans la disposition. Donc j'ai fait plein de petits calques ici, vous voyez, hop, qui vont permettre d'expliquer vraiment tout ce que je vais dire. Donc vous voyez là, le triangle, c'est très souvent utilisé aussi bien en photo qu'en peinture. Le fait de faire des formes en triangle comme ça, donc d'organiser nos personnages selon un triangle, ça permet vraiment de passer de l'un à l'autre, de revenir, etc. Et vous voyez en plus que si on regarde la direction du regard des personnages, la fille regarde vers le chien, la fille regarde vers le chien, et donc à chaque fois on va passer, notre regard va arriver vers la fille, il va se diriger vers le chien regarde la fille regarde le chien, et après donc on va balayer notre regard en fait sur les trois personnages à chaque fois, et ça va nous permettre vraiment de passer de l'un à l'autre. Et donc les deux personnages regardent le chien, comme je l'ai dit, donc c'est pas à mon avis un hasard qu'il se trouve en plein milieu de l'image sur la ligne médiane, puisqu'il est un peu le centre d'intérêt. Donc ça c'est très intéressant aussi, je vais peut-être poster un article là-dessus. J'avais vu des articles qui parlaient du parcours du regard en fait sur une image. Je sais pas comment vraiment ils font ça, c'est des logiciels ou quoi qui permettent d'analyser en fait où notre regard se place en premier sur l'image. Donc par exemple, notre regard va déjà se concentrer vers le point d'attention que l'auteur de la peinture ou de la photo a voulu créer. Et aussi, on va tout de suite regarder les zones plus éclairées avant les zones d'ombre. Et généralement, donc là ça dépend des personnes, j'avais lu aussi qu'il y a des personnes qui regardent d'abord la zone éclairée et ensuite la source qui émet la lumière, et d'autres c'est l'inverse, qui regardent déjà la source qui émet la lumière et ensuite la zone éclairée. Donc là vous voyez que quand on regarde pour la première fois cette image, on tombe tout de suite sur les trois personnages et la zone éclairée. Ou je vous dis, selon les gens, il y en a qui vont plutôt regarder la source lumineuse. Je pense que là c'est quand même pas mal plus les personnages qu'on va regarder en premier, vu que vous allez voir avec tous les autres schémas que j'ai fait, là on veut vraiment porter l'attention sur les personnages. Et donc notre regard en fait va constamment passer de la lumière à l'ombre, de l'arrière-plan à l'avant-plan, etc. Donc je vais en profiter aussi pour parler de l'arrière-plan, donc c'est cette partie ici, puisque je vais pouvoir faire un lien un peu avec le matte painting ici, les techniques utilisées dans le matte painting en particulier, puisque vous voyez qu'ici, si on regarde dans l'avant-plan, on a beaucoup de différences de teintes, on a vraiment des détails. Bon là ils sont pas très visibles à cause de la mauvaise qualité de l'image, mais c'est quand même assez flagrant que là on a beaucoup plus de détails que dans le fond. Et les couleurs et les teintes sont beaucoup plus uniformes en fait dans l'arrière-plan, donc dans cette partie, qu'ici, si vous regardez ici on a un peu de jaune, on a un peu de vert, on a une zone presque blanche, là on a des zones presque noires, et on a des zones lumineuses assez différentes. Là on a de l'ombre, là on a de la lumière, là on a encore une partie d'ombre, on a encore de la lumière, on a de l'ombre un peu derrière les arbres. Ici sur la partie droite de l'image on a des zones éclairées, des zones d'ombre. Donc le jeu de la lumière est très détaillé. Alors que sur l'arrière-plan, si vous regardez ici, le pont il est d'une couleur assez uniforme. Et on a à peu près que 2 ou 3 zones de lumière différentes. On a la zone sombre ici, et la zone éclairée ici avec une petite zone d'ombre ici, mais vous voyez qu'on n'a pas autant de détails dans le contraste avec la lumière et dans les couleurs aussi. Donc on a surtout une couleur assez sombre ici, une couleur un peu vert sombre ici et vert clair ici, alors que là sur l'avant-plan et la partie plus détaillée on a des teintes de couleurs plus intéressantes. Donc ça il faut vraiment en tenir compte quand on fait un matte painting, que ce qui est loin est beaucoup plus flou, plus diffus, les couleurs sont moins
moins détaillé, on a souvent moins de teintes, de couleurs différentes, on a juste du vert et juste du vert foncé et du vert clair par exemple, et on passe pas par toutes les teintes de couleurs comme on a ici. Donc ça, faut y faire très attention. Ensuite, donc maintenant, je vais vous parler de la composition de l'image plus précisément. Donc j'ai fait les petits schémas ici, voilà, donc qui séparent en fait les différentes parties de notre image. Donc on a l'avant-plan ici, donc qui est composé de l'arbre, de la forêt sur le côté et du bas de l'image. On a ensuite la zone lumineuse ici, donc c'est là que la lumière se porte. C'est le point d'attention central de notre image en fait, c'est là qu'on voit tous les personnages, c'est là que l'auteur veut que Turner en fait, veut que notre regard se porte. Et ensuite donc on a le ciel derrière, donc tout le reste de l'image, avec l'arrière-plan ici, le ciel et les nuages. Voilà. Ensuite donc on a nos figures, donc bon là j'ai fait des petits bâtons pour vous représenter. J'y reviendrai plus tard là pour les figures, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble en fait. Et donc là je vais vous montrer en fait le jeu sur la lumière, pourquoi on a des zones d'ombre, pourquoi on a des zones éclairées, etc. Pourquoi on a un arbre comme ça qui surgit. Et donc ça vous allez voir qu'en fait les zones d'ombre, l'arbre, tout ça c'est fait pour ramener constamment notre regard vers les trois personnages. Donc vous allez voir, j'ai fait des petites flèches ici. Donc je vais commencer par l'arbre ici. Pourquoi faire un arbre immense ici à gauche de la peinture? Bien, c'est tout simplement parce que souvent en photo ou tout ce qui est tout l'art visuel en fait, dès qu'on a des grandes formes comme ça en fait qui montent, ça va porter notre regard vers le haut, et une fois que notre regard est en haut, bah évidemment qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas aller plus haut puisqu'il n'y a plus rien, donc il retombe. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, la petite flèche. Et si vous regardez, donc qu'est-ce qu'on a en bas de l'arbre? Et ben paf, on a un des personnages principaux de la peinture. Donc en fait, toutes les formes comme ça, à chaque fois que vous allez avoir une forme comme ça, le regard va se porter vers le haut, il va retomber, et donc c'est là qu'il faut toujours placer un élément important en bas d'une grande forme qui monte comme ça, parce que ça va vraiment attirer l'attention dessus. J'avais déjà vu des photos comme ça avec des grands temples grecs et avec des personnes toutes petites à côté. Et donc si on regardait l'image une seconde comme ça sans y faire attention, on voyait pas les personnes à côté du temple. Et si on s'attardait quelques secondes sur l'image, notre regard se portait vraiment vers le temple, vers le haut du temple. Et après, notre regard retombait vers la droite de l'image, vers le bas. Et là, on apercevait tous les gens qui étaient tout petits à côté du temple. Et donc ça donnait vraiment déjà de l'importance au temple. Et puis ensuite, ça donnait un effet de surprise, une révélation un peu tardive dans l'œuvre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc si jamais vous faites par exemple un matte painting et que vous mettez des immeubles de partout, ça peut toujours être intéressant de mettre par exemple un immeuble noir très grand, et juste en bas de l'immeuble de mettre un tout petit détail ou quelque chose de très intéressant, puisque le regard va être attiré et il va y avoir un effet de surprise. On va déjà être attiré par l'immeuble, on va regarder l'immeuble, notre regard va aller du bas vers le haut, il va monter. Et quand on va redescendre, on va découvrir ce petit élément que vous aurez ajouté en bas de votre immeuble. Donc voilà pour la forme ici. Ensuite, donc, comme je vous avais dit, le travail sur la lumière. Donc les zones d'ombre ici, vers le bas et à droite de l'image. Donc un peu caractérisé par cette forme que j'ai faite ici. Et donc pourquoi faire des zones d'ombre comme ça? Parce que en fait, hop, hop, et hop, voilà. En fait, à chaque fois que notre regard, donc comme je vous ai dit, notre regard va on va déjà regarder les zones claires et ensuite on va aller dans les zones d'ombre. Et notre regard va constamment alterner entre les zones d'ombre et les zones de lumière. Et donc le fait d'entourer nos personnages ici au centre par des zones d'ombre, ça va constamment nous ramener au personnage au centre. Je vais le faire plus au cas par cas. Vous voyez donc que si on regarde la fille ici et qu'ensuite notre regard se dirige vers l'ombre,
Vous voyez que ici à gauche de l'image, là comme c'est très foncé, on perd des détails, on n'a plus grand chose d'intéressant, et donc inévitablement notre regard va revenir sur la femme. Donc là on va aller regarder dans les zones d'ombre, on va voir qu'il n'y a pas grand chose, que c'est assez foncé, qu'il n'y a pas beaucoup de détails, donc paf, notre regard se reporte vers notre personnage. Pareil de l'autre côté, quand on va aller vers la grotte ici, l'espèce de grotte je pense, le chemin très noir en tout cas, et très sombre, vous voyez que là on n'a pas de détails dans la forêt, on voit juste des arbres assez diffus, et donc une fois qu'on va avoir regardé le chemin ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir vers le chemin et on va porter notre regard sur le deuxième personnage. Pareil avec la zone en bas, si on regarde vers le bas de l'image, on a quelque chose de très diffus avec peu de détails dans la rivière. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous ramener vers le haut et toujours donc vers cette zone, donc caractérisée par la forme blanche ici, qui est le point, le centre d'attention de notre image. Donc vous voyez qu'en fait les zones d'ombre encerclent vraiment la zone d'intérêt. Et donc c'est souvent comme ça en fait en peinture, on a souvent des zones très sombres sur les bords et souvent des zones plus lumineuses là où on veut attirer l'attention. C'est beaucoup utilisé dans les méthodes les tableaux avec les clairs-obscurs où on a des zones très sombres, des zones très claires. À chaque fois les zones sombres nous renvoient vers la lumière. Donc là c'est à peu près le même principe. Donc par exemple on va juste imaginer le cas contraire. Imaginez qu'au lieu de mettre une forêt très sombre ici, Turner ait décidé de mettre un petit village éclairé par le soleil qui vient de la gauche de l'image. Donc un petit village avec une église ou je sais pas quoi. Quelque chose comme ça. S'il avait peint un village ici, notre regard, ce serait, après avoir regardé les personnages ici, on aurait regardé vers le fond et on se serait attardé donc sur cette zone lumineuse, on aurait regardé les détails, on aurait regardé l'église, on aurait regardé le village, et donc on se serait dirigé vers cette partie de l'image, on y serait resté quelque temps, et puis après peut-être qu'on aurait eu envie de regarder le ciel ou par là, et on aurait oublié donc les personnages principaux qu'on a ici. Donc vous voyez que le fait vraiment de mettre quelque chose de sombre, ça bloque l'image, c'est comme un mur, et ça nous ramène directement vers le centre d'intérêt. Là pareil, donc on a des murs en fait, c'est un peu comme des bords, des cadres qui ferment notre image et qui nous ramènent au centre. Donc vous voyez que c'est très construit en fait, tout ça, rien n'est là par hasard. On a vraiment les éléments qui sont liés les uns avec les autres. Si je vous montre maintenant tout mon petit schéma, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis j'avais fait les figures pour représenter tout ce qu'on avait. Et donc c'est là que si vous regardez le schéma, vous voyez que tout est lié, donc les zones d'ombre avec les zones de lumière, donc les zones d'ombre qui bloquent notre image sur les bords et sur le bas et qui nous ramènent au centre. On a les grandes formes comme ça qui font retomber le regard encore vers le centre. Et on a cette relation donc en triangle qui fait passer notre regard d'un personnage à l'autre. Donc voilà pour cette œuvre, évidemment là c'est très basique, hein, je pourrais aller plus loin et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait des thèses là-dessus sur cette œuvre, qui ont écrit des bouquins de milliers de pages. Mais bon, moi j'essaie de vous donner un peu les bases, de vous montrer comment on peut construire une image, comment on peut organiser les différents éléments de notre image pour les rendre intéressants. Donc vous voyez que là il y a un travail sur l'éclairage, la différence entre les zones claires et les zones sombres, la différence entre l'avant-plan et l'arrière-plan, les détails dans l'avant-plan qu'on perd dans l'arrière-plan. Donc tout ça, tous ces petits trucs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense que c'est très important de connaître tout ça quand on fait un matte painting. Faut vraiment penser à chaque fois à tout ça, faut penser à comment on organise nos éléments, comment on organise notre lumière, nos couleurs, nos détails. Et c'est ça après qui rend un matte painting plus intéressant qu'un autre. Comme je vous avais dit, si on part comme ça et puis qu'on réfléchit pas à toutes ces règles et qu'on décide de mettre un soleil au milieu de notre image, des fois ça peut être intéressant. Il y a des cas, je vous dirais, où c'est justifié, mais c'est quand même assez rare généralement, surtout dans les œuvres comme ça, les peintures, qui commencent un peu à dater maintenant, puisque c'est le 19e siècle.
On suivait encore pas mal les règles qu'on a un peu détournées après à l'époque moderne. Donc, euh, donc voilà, je vais continuer à faire des analyses un peu d'œuvres comme ça, d'œuvres classiques, d'œuvres assez connues quand même. Je pense que c'est intéressant et donc n'oubliez pas de venir regarder sur le site. Je vais poster ça prochainement. Je vais en refaire. Là, moi j'aime bien faire ça. Je trouve ça très intéressant. Je vous rappelle qu'il y a toujours la page Facebook, la chaîne maintenant YouTube où je vais poster donc toutes les vidéos, mais qui seront aussi postées directement sur le site, comme ici. Et donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour avoir les dernières infos, le Facebook et la chaîne YouTube. Voilà, donc à une prochaine fois avec un prochain tutoriel ou une prochaine analyse. Bye.